bonsoir à tous. Parler de Versailles à Versailles est toujours un défi que je vais essayer de relever ce soir. Mais avant tout, je voulais remercier une nouvelle fois Bénédicte Viard pour son soutien inconditionnel pendant 2 ans et toute la Société des Amis de Versailles pour cette aide à la parution de mon premier livre qui, vous le savez, maintenant me tient énormément à cœur et quelque part mon petit bébé que j'ai dorloté pendant plusieurs années. Alors je tente ce soir de vous présenter les Gardes de la Porte du Roi. C'est une compagnie militaire totalement méconnue du savoir versaillais. Et pourtant, la maison militaire du roi est une notion relativement récente, puisqu'elle naît avec le règne de Louis XIV. C'est lui qui la réorganise complètement au tout début de son règne personnel. Alors cette maison militaire, elle a pour but principal la garde du souverain, de sa famille et de l'ensemble des résidences royales. Il s'agit là d'une vaste responsabilité quand on sait que Versailles est une demeure accessible et, suivant la réputation, ouverte à tous. Sauf que force est de constater que les gardes de la Porte du Roi sont tombés peu à peu dans l'oubli. Aucune étude complète ne leur avait été jusqu'à ce jour consacrée. J'ai comblé ce vide, du moins j'ai tenté de combler ce vide, au contraire des autres compagnies de la maison militaire. Alors si on laisse de côté les célébrissimes mousquetaires du roi, toutes les autres compagnies militaires, et parmi elles les gardes du corps du roi, mais aussi les 100 Suisses, ont tous fait l'objet de travaux scientifiques. Or, les gardes de la porte n'ont pas bénéficié d'un talent d'un Alexandre Dumas et ont donc pâti de la réputation des autres formations composant le service intérieur de la maison militaire et donc de la demeure royale qu'est Versailles. Donc on peut citer les gardes de la prévôté de l'hôtel qui travaillaient conjointement, on va le voir, avec les gardes de la porte, mais aussi les 100 Suisses et les gardes du corps qui étaient au plus proche de la personne du souverain. Pour autant, et c'est le plus grand paradoxe de cette compagnie, les gardes de la Porte du Roi sont considérés comme les plus anciens de sa maison, et ce, dès l'origine. Cette compagnie remonte pratiquement jusqu'à l'Antiquité, on le verra tout à l'heure. Alors ce soir, ce n'est pas le roi de guerre qui nous intéresse, mais le roi en sa demeure, entouré de sa cour et de ses courtisans. L'étude de la composition et de l'organisation de cette compagnie est nécessaire pour comprendre le rôle et surtout le service des officiers et des gardes de la porte au sein des demeures royales, et donc ce soir, plus particulièrement, Versailles. Alors il s'agit d'esquisser une histoire de la compagnie de la porte, du règne de Louis XIV à sa suppression en 1787. Et je laisserai une plus grande place, je dirais, à l'étude des uniformes, car j'ai constaté, lors de la préparation de cet ouvrage, que leur étude était systématiquement oubliée de tous les ouvrages sur la compagnie militaire. Alors, cette compagnie n'est pas une compagnie de parade, leurs missions sont très importantes, leur mission de garantie des honneurs du Louvre, et c'est ce qui nous occupe ce soir également, sont aussi importantes et seront mises au regard, pour terminer, de leurs bénéficiaires et des moyens de transport qu'ils utilisent. Je veux parler, bien entendu, des carrosses. On voit celui de Madame de Maintenon derrière moi. Alors, les effectifs de la compagnie des gardes de la Porte du Roi n'ont cessé d'augmenter au cours du temps. À partir du règne personnel de Louis XIV, donc je l'ai dit, le roi réorganise toute sa maison militaire, même si, concernant le service à la cour de France, directement à Versailles depuis 1782, Louis XIV s'appuie sur les règlements rédigés sous le règne de Henri III. Il renforce la garde de sa porte en établissant la nouvelle composition de sa compagnie, voilà, vous l'avez juste derrière moi, à un capitaine, 4 lieutenants et enfin 50 gardes. Donc ça, c'est pour le règne de Louis XIV. Les lieutenants et les gardes que vous avez au premier plan servent à la cour par quartier, c'est-à-dire par semestre. Chaque garde et chaque lieutenant change tous les 3 mois. Alors, puisqu'il y a 50 gardes, on tombe sur un chiffre impair. Un lieutenant par quartier, c'est normal, il y en a 4. 13 gardes pour les quartiers de janvier et d'avril, et 12 gardes seulement pour les quartiers de juillet et d'octobre. Alors le roi, que ce soit Louis XIV, Louis XV et ensuite Louis XVI, définissait chaque année un ordre de service, c'est-à-dire une liste de noms, fixant la composition de chaque quartier.
cette composition est identique sous le règne de Louis XV et il n'est pas nécessaire donc de la repréciser. Louis XVI, quant à lui, crée un état-major. Voilà, donc vous avez la composition Louis XIVienne en bas. Un état-major en augmentant la compagnie d'un major, de 2 brigadiers et de 2 sous-brigadiers, cette fois-ci servant par semestre, ce qui explique leur nombre de 2, cette décision par l'édit du mois d'avril 1779. Cependant, Louis XVI, dont on ignore les raisons de ce changement, décide de modifier encore une fois la composition de la compagnie au mois d'octobre 1785 en l'augmentant de 4 sous-lieutenants, donc grade qui n'existait pas auparavant, de 2 brigadiers, donc pour le porter au nombre de 4, donc cette fois-ci ne servant plus par semestre mais par quartier, de 2 sous-brigadiers, de 30 gardes, et une dernière exception pour cette compagnie, et qui du coup la place au même niveau que toutes les autres compagnies militaires, un commissaire aux revues qui permet de justifier la composition de cette compagnie militaire. Alors, la compagnie bénéficiait de son propre étendard, comme toutes les autres compagnies militaires, et de sa propre musique, puisqu'il ne faut pas l'oublier, chaque déplacement de la compagnie était accompagné de plusieurs fifres et de plusieurs tambours. La compagnie des gardes donc, est réformée par l'ordonnance du 30 septembre 1787, à compter, c'est très rapide, du lendemain 1er octobre. Les gardes de la porte ne sont pas les seuls touchés par cette réforme, puisque toute la maison militaire du roi est considérablement réduite sous le règne de Louis XVI. On peut penser en 1775 et 1776 aux chevaux légers, aux gardes du corps et aux gendarmes de la garde, qui sont grandement diminués par le comte de Saint-Germain, qui était leur tutelle directe. L'ordonnance prévoit, et c'est ce qui est particulièrement intéressant, le remboursement intégral de toutes les charges. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours sous le régime de la vénalité des charges, de toutes les charges de la compagnie à leur titulaire. Cependant, j'ai pu constater dans les différents documents d'archives des Archives nationales ou du château de Vincennes qu'aucun remboursement n'intervient avant la chute de la monarchie et qu'il faut véritablement attendre pour que les premiers versements soient effectifs en 1791. Alors plus particulièrement pour l'histoire versaillaise et pour l'histoire de l'Ancien Régime, à la veille des journées d'octobre, en 1789, la compagnie des gardes de la porte du roi demande, par un mémoire adressé au ministre des Finances et au ministre de la Maison du Roi, tout simplement de reprendre du service, parce qu'il sentait bien les mouvements pré-révolutionnaires de Versailles. Cependant, cette demande est restée, je dirais, dans les portefeuilles des ministres et n'est jamais arrivée à l'oreille du roi. Aucune suite n'a été donnée et il faut attendre 1814 pour voir réapparaître la compagnie des gardes de la porte. Alors, concernant leurs uniformes, je vous en parlais en préambule, les officiers comme les gardes doivent s'habiller eux-mêmes à la somme considérable de 550 livres tournois. Par an, donc. Cependant, ils ne changent pas d'uniforme par an, mais tous les 2 ans, donc ce qui monte grosso modo le prix d'un uniforme à plus de 2000 livres tournois. Donc ils s'habillent à leurs frais, mais leur tenue est très précisément codifiée au point qu'elle devient, et c'est l'origine même du mot, un uniforme. Et il faut bien repenser qu'au milieu du XVIIe siècle, la période est marquée par l'apparition, et je dirais même plus la généralisation de l'uniforme à l'ensemble de la maison du roi, que ce soit la maison civile ou la maison militaire, sous l'impulsion du ministre Louvois, qui met fin à l'habillement hétéroclite des régiments sous le paiement direct des capitaines de compagnie. Alors, l'État de la France, qui est cette publication, alors on n'a jamais bien su si c'était annuel ou bien plus fréquent ou alors plus rarement, l'étude globale de l'État de la France sous l'Ancien Régime en compte un grand nombre, bien qu'ils ne reviennent pas de façon fréquente. On pense que c'est suivant les grandes modifications, puisque l'État de la France est en fait une sorte d'annuaire de la Cour. Il présente le nom de tous les officiers qui servent à la Cour pendant l'année civile qui suit. Donc cet État de la France de 1692, qui est le premier, décrit très précisément cet uniforme pour le règne de Louis XIV.
Alors je vous ai mis la citation ici au mur. Ils portent tous des justaucorps bleus avec 2 larges galons d'or et d'argent et des boutons d'orfèvrerie. Un galon d'or et d'argent est cousu au bord de leur baudrier et de leur bandolière, il faut bien comprendre bandoulière, qui sont tous 2 de buffle. De plus, au milieu de son bandolière, il y a devant et derrière une fleur de lys et un L de même, qui est la première lettre du nom du baptême du roi, et au-dessus, 2 clés d'argent passées en sautoir, liées d'un ruban rouge. Le tout en broderie, entrelacé de palmes et de lauriers, et couronné d'une couronne royale. Je vous ai mis en regard cette estampe gravée par Gustave David, d'après le dessin de Joseph-Édouard Dunoyer de Noirmont, qui est extrait d'un recueil, je le reconnais, plus tardif, même si c'est une des seules estampes qui représente l'uniforme des gardes de la porte sous le règne de Louis XIV. Alors, contrairement au règlement et à l'état de la France, on pourra préciser que le ceinturon et le chapeau sont garnis également du même galon de carreaux d'or et d'argent que la bandoulière. La doublure de l'habit, qui est ici totalement oubliée, et les parements de la veste et la culotte et les bas sont rouges. Et donc finalement, la compagnie, comme toutes les autres compagnies de la maison militaire du roi, porte les 3 couleurs royales, comme il était courant de voir, de porter finalement les couleurs des grands seigneurs ou encore des villes. Alors cette estampe tardive présente, vous l'avez à gauche, le garde de la porte, sur la bandoulière duquel on peut identifier donc la fleur de lys. Voilà, vous avez la fleur de lys, les doubles L entrecroisés, les 2 clés entrecroisées et le L du roi. Et à droite, un garde du corps avec sa bandoulière verte. Alors, il porte, ce garde de la porte, des souliers totalement noirs, contrairement au garde du corps qui porte des souliers à talons rouges, comme il était fréquent de retrouver à la cour de France, et c'est ce qui pourrait expliquer le service exclusivement intérieur des gardes, des gardes du corps, tous 2 surmontés d'une boucle d'argent. Son épée, on le voit, est à pommeau d'or, et les clés en sautoir sont véritablement le symbole de cette compagnie. On les retrouve absolument partout, et notamment sur les armoiries des capitaines de la compagnie de la Porte. Vous avez un des premiers du règne de Louis XIV, c'est Armand de Bautru, marquis de Nogent, dont les clés sont présents en pâle de chaque côté. Et enfin, je dirais presque le dernier, Jean-Baptiste Joachim Colbert, lointain descendant du Colbert que l'on connaît tous pour son initiative au ministère des Finances, marquis de Croissy, et donc un des derniers capitaines de la Porte. Une seconde estampe fait partie d'une plus grande série dessinée par Charles Eisen et gravée par Defer sur ordre de Louis XV, donc c'est une commande directement royale, et éditée en 1756 sous le titre de Nouveau recueil des troupes qui forment la garde et maison du roi. Alors cette estampe illustre parfaitement les différentes modifications qui ont cours sous le règne de Louis XV, bien qu'aucun document d'archives ne puisse les attester de façon véridique. Alors on peut remarquer la disparition des talons hauts, suivant l'évolution de la mode, tout simplement, l'apparition du tricône, bordé du galon or et argent, ainsi que la disparition du jabot, au profit d'une peut-être plus élégante cravate noire. Enfin, les signes distinctifs de la compagnie qu'on a vus précédemment, donc la fleur de lys, les 2 clés en sautoir et le L du roi, ont disparu pour laisser place à une bandoulière complètement ornée de carreaux or et argent. L'armement également fait partie intégrante de l'uniforme des gardes de la Porte, et ils sont munis d'une arme à feu, le mousqueton que vous voyez ici porté sur l'épaule, et d'une épée qu'ils portent au côté. Le mousqueton qui remplace peu à peu l'arme d'aste que porte la sentinelle au niveau de la grille, c'est bien entendu la pertuisane qui deviendra une arme d'apparat portée exclusivement par les brigadiers, on le verra un petit peu plus tard. Cette pertuisane, donc cette longue hampe dotée d'un fer à son sommet, dont le musée de l'armée se vante d'en avoir une version, bien que, vous le verrez à la lecture de mon ouvrage, cette identification au garde de la porte est tout à fait impossible, puisque
elle a été identifiée précédemment comme une pertuisane des gardes de la Manche qui servait aux côtés des gardes de la Porte, mais donc n'est pas directement des gardes de la Porte. Cette conclusion, je dirais, permet de revenir sur le symbole de cette compagnie, les deux clés en pâle, puisqu'ils sont totalement absentes du décor de cette pertuisane. Enfin, le capitaine et les lieutenants portent un bâton d'ébène garni d'ivoire aux extrémités. Alors, contrairement au règne précédent, celui de Louis XVI est parfaitement bien documenté sur les multiples modifications concernant l'uniforme et l'équipement de la compagnie. Et lorsque le 8 avril 1779, on l'a vu, Louis XVI augmente une première fois l'effectif de la compagnie, il arrête également un nouvel uniforme. Je vous passe la lecture de tout le règlement qui fait près d'une dizaine de pages. J'ai sélectionné quelques morceaux assez intéressants puisque c'est la première fois qu'on connaît les matières des uniformes. Ici de drap d'Elbeuf ou de Berry bleu de roi. On sait qu'il sera orné de 8 boutonnières. Les pattes des poches de l'habit seront galonnées à la Bourgogne. Les bas sont toujours de couleur écarlate. Le chapeau bordé d'un galon d'argent. Un bouton uniforme avec cocarde de basin blanc. Une bandoulière bordée d'un galon d'argent. Et enfin, le ceinturon qui, c'est la dernière mention, sera porté sur la veste et garni d'une plaque fond or, ornée de 2 clés en sautoir, traversée d'une épée surmontée d'une couronne, le tout fixé par un soleil dont la face sera au milieu de la plaque, le tout exécuté en argent. On retrouve ici les différents symboles de la compagnie qu'on a évoqués précédemment. Alors, un recueil très important pour le musée de l'armée réunit les différents uniformes militaires des troupes françaises et étrangères. Il est publié à Paris en 1780 et il comporte 7 estampes coloriées cachées, je dirais presque entre 2 folios dans ce recueil en très mauvais état, et qui présente ce nouvel uniforme. Alors, on retrouve la veste et la culotte en drap écarlate, les différents galons, le chapeau orné d'un nœud de basin blanc, et pour autant, on peut constater, au plus grand désarroi, l'absence du ceinturon, qui est pourtant très très précisément détaillé dans le règlement. Une hypothèse peut être établie ici, je dirais que cet uniforme, cette représentation, est celle du petit uniforme, et c'est pour ça que j'ai donné le titre à ce document de garde de la porte du roi en petit uniforme. Et le règlement, visiblement, arrêterait le grand uniforme, qui est beaucoup plus raffiné, et ce qui explique l'absence donc du ceinturon orné de sa plaque en argent et en or, quand même des matériaux relativement nobles. Alors l'arrêt définit également l'uniforme des brigadiers et sous-brigadiers, charge donc qui était nouvellement créée en 1779. Ces 2 nouveaux grades sont distingués par le galon qui sera à crête, donc finalement comme aujourd'hui, avec un double galon sur le parement pour le brigadier et un simple galon pour le sous-brigadier. Cependant, dès le mois de septembre 1781, donc 2 ans à peu près après l'augmentation des effectifs et seulement 4 ans avant la seconde augmentation, il est de nouveau question d'une modification d'uniforme et notamment de l'introduction d'un surtout. La question du surtout est particulièrement importante puisqu'il permet de conserver plus longtemps l'uniforme des gardes de la porte en le protégeant des intempéries et donc de les renouveler moins souvent. On sait le coût de ces uniformes et de la faible solde de chacun. Cependant, le modèle du surtout fourni par le capitaine est, et je cite un document du château de Vincennes, si ressemblant à celui que Sa Majesté vient de régler pour ses gardes du corps, qu'on ne pourra pas l'adopter sans contrarier l'intention qu'elle a eue d'établir une différence marquée entre l'habillement des gardes du corps et celui des gardes de la porte. Alors, dans cette citation, qui, mine de rien, est assez anodine, est pour le coup très importante, puisque elle permet de comprendre que le changement d'uniforme, pour la 2e fois consécutive, je le rappelle, est une volonté royale, afin de distinguer les 2 compagnies. En effet, si l'on se réfère à l'uniforme des gardes du corps du roi tel qu'il est représenté dans le recueil des infanteries des gardes françaises réalisé vers 1721, vous les avez à droite, et l'uniforme des gardes de la porte du roi présent dans le même recueil à gauche,
vous voyez qu'ils sont assez associables et que l'on peut très bien les confondre lorsque l'on arrive très précipitamment à Versailles en franchissant la grille royale. Alors, ce projet de règlement arrête très précisément, cette fois-ci, le grand uniforme, la notion est précisée. Vous avez ici tout le règlement dont je vous épargne la lecture. Cependant, on pourra noter que l'habit sera donc toujours de drap bleu roi, avec collet, parement et revers de drap écarlate. L'introduction des brandebourgs pour le grand uniforme. Les poches seront en long placées obliquement. Et enfin, les boutons seront, c'est l'avant-dernier paragraphe, seront fond argent, la bordure dorée et porteront en relief deux clés en sautoir, etc., etc. C'est exactement le même décor que sur les ceinturons, ce qui explique bien la richesse et surtout le caractère précis de l'uniforme, de son ornementation et surtout de l'attachement de la compagnie à leurs clés entrecroisées. Alors le projet de règlement est d'une telle précision, et je terminerai sur cette notion, qu'il codifie la chemise, dont les manchettes seront en mousseline ou batiste unie d'1,5 pouce de hauteur, les bas seront de soie écarlate, et précision ultime, les cheveux noués en queue d'un ruban de soie noire et d'une petite rosette. Alors, l'uniforme des officiers n'est pas modifié, à l'exception de l'introduction donc, des 7 brandebourgs, terminés par des grenades, ici. Et vous avez cette estampe de Nicolas Hoffmann qui illustre cette modification. Et il a été possible d'identifier sur cette gravure, sur cette estampe, Constantin Gravier, vicomte de Vergennes, donc l'avant-dernier capitaine des gardes de la porte. Alors, l'équipement et l'armement sont également arrêtés. Je vous parlais de la bandoulière. Vous avez ici un des 2 derniers témoignages de la boucle de ceinturon avec la couronne royale, le soleil rhodien, les doubles clés en sautoir, l'épée en pâle, le drapeau de la compagnie complètement fleur-de-lysée, et au-dessus, majestueusement, la devise de la compagnie, Custodes Regum Antiquores, donc les plus anciens gardes royaux. Voilà, je dirais que j'ai terminé, et je vous épargne les autres précisions sur les uniformes. Concernant le protocole journalier, ce que j'ai appelé le protocole journalier, cette journée type finalement d'un garde de la porte, si l'on veut se replacer dans l'ambiance, il faut bien penser que la journée commence lorsqu'il est un peu avant 6 heures du matin. On pourrait presque rajouter aujourd'hui le brouillard se lève légèrement. Les 2 sentinelles des gardes du corps du roi, relevés d'heure en heure et qui veillent à la sécurité de la grille royale pendant la nuit, attendent qu'un exempt de la compagnie écossaise apporte les clés de la grille, qui sont conservées pendant toute la nuit sur le chevet du capitaine. Les gardes de la porte arrivent alors et prennent leur service pour la journée jusqu'à 18h. Donc ils ont un service effectif de 6h à 18h, non-stop. Ils reçoivent la consigne des gardes du corps que leur capitaine a pu leur transmettre pendant la nuit. La prise de fonction n'est pas si différente de celle codifiée par Henri III, je vous le disais tout à l'heure, en août 1578, et je vous la rappelle, tous les jours, quand on ouvrira les portes de sa dite majesté, le dit capitaine ou son lieutenant s'y trouvera en personne pour le matin recevoir les clés des mains du capitaine des gardes, et le soir les rendre et remettre entre les siennes. Alors, les gardes de la porte font alors sentinelle toute la journée en tenant leur mousqueton sur l'épaule. Toute la journée, donc, les gardes de la porte veillent à la sécurité de l'espace qu'ils gardent, donc la zone, avant et après la grille royale, et ont pour mission principale de filtrer les entrées, mais également donc, les moyens de transport, puisque, nous le verrons, les honneurs du Louvre sont avant tout des privilèges d'entrée de moyens de transport. Leur positionnement proche de la grille d'entrée donc, peut être observé ici sur ce détail d'une très belle estampe d'Israël Sylvestre. Et donc, du coup, leur connaissance de la cour doit être absolument parfaite. Enfin, lorsqu'il est 6 heures du soir, les gardes de la porte descendent la garde et sont relevés par la première compagnie des gardes du corps, dite écossaise, à qui ils doivent faire passer la consigne. Tous les autres gardes doivent quitter leur poste et l'enceinte de la grille royale,
et personne ne pourra dorénavant rentrer ou sortir avec sa bandoulière, signe qu'il est toujours en service. Mais cela ne signifie pas que les grilles se ferment. On connaît tous les grands divertissements versaillais, et 18h, ce serait bien trop tôt pour fermer et rendre clos la demeure royale. Le Mercure galant précise que les soirées d'appartement se déroulent de Toussaint à Pâques, les lundis, mercredis et jeudis de 18h à 20h. Pour autant, le journal du marquis de Dangeau, qui recèle d'anecdotes friandes, précise bien que ces divertissements peuvent se tenir tous les jours de la semaine, sans différenciation. Alors, ce n'est véritablement que lorsque le roi est couché, que le brigadier, accompagné de l'exempt, fait la visite de toute la maison, torche en main, c'est l'expression consacrée. L'exempt crie à 3 reprises « dehors » et les portes se ferment. Le logis du roi est alors totalement clos et hermétique. Alors, la mission des gardes de la porte est de constituer la première garde intérieure des rois aux principales entrées des palais, châteaux, maisons royales, autres, où loge Sa Majesté en personne. La consigne est de veiller à la police intérieure de la cour et sur les honneurs du Louvre. Les gardes de la porte doivent donc, pour être dans le cas de distinguer les carrosses des privilégiés, de s'attacher à connaître tous les signes distinctifs de ces personnages ou la physionomie de tous ces personnages. Plus encore, leur devoir est de ne laisser entrer dans la dite cour, voilà, je vous ai mis le document d'archives ici, dans les discours, aucune personne à cheval, armée ou autrement, ni aucune espèce d'homme ayant querelle ou malfaiteuse. Alors, lorsqu'un garde de la porte s'aperçoit qu'un carrosse non privilégié, c'est-à-dire non revêtu des honneurs du Louvre, est entré dans la cour, eh bien, il ne doit pas l'arrêter directement, il doit prévenir la prévôté de l'hôtel qui est à ses côtés, et c'est seulement le garde de la prévôté qui doit, sur le champ, s'en saisir et le mettre en fourrière, et procéder contre ceux qui ont manqué au respect qui est dû à la majesté du lieu. Alors, les gardes de la porte ont la possibilité d'arrêter également des individus, et les archives départementales des Yvelines recèlent de témoignages tout aussi intéressants les uns que les autres concernant les différents outrages que les courtisans peuvent attenter aux gardes de la porte. Enfin, les gardes doivent dispenser les honneurs militaires. Alors, lorsque le roi, le dauphin ou la dauphine, les enfants de France ou les ambassadeurs, à leur première et dernière audience, entrent ou sortent du logis, eh bien, la sentinelle doit prévenir immédiatement l'ensemble des gardes de la porte, qui sont au corps de garde, afin de prendre les armes et de se mettre en formation. Alors, en tant que surveillant de la grille royale, ouvrant sur la cour royale, comme aujourd'hui, grâce à la restitution récente de cette grille, qui est finalement la première cour du logis privé du roi, il ne faut pas l'oublier, avant la grille royale, nous sommes dans l'espace public. Leur rôle est considérable quant à la sécurité du souverain et à toute la cour. Servant en communion donc avec les gardes de la prévôté de l'hôtel, nous l'avons vu, les gardes de la porte détiennent le contrôle d'un point stratégique de l'entrée de Versailles, un point de contrôle obligé qui permet de filtrer la cour comme la population. Ils veillent donc notamment aux honneurs du Louvre, et je m'y arrête plus précisément puisque c'est une expression assez ambiguë pour parler de Versailles, d'utiliser le terme de Louvre. Alors, comme leur nom l'indique, ces honneurs sont nés au Louvre, une des demeures royales au temps où la cour était encore itinérante, le palais qui a précédé le muséum et le musée aujourd'hui. Alors, il faut bien préciser qu'au XVIe siècle, le roi n'utilisait son carrosse que pour les déplacements et les grands voyages. Il était visiblement assez féminin d'utiliser le carrosse, et donc du coup le roi paraissait quotidiennement à cheval, symbole chevaleresque de sa puissance dans l'exercice de ses fonctions. Et si l'on regarde bien, seuls les enfants de France avaient pris l'habitude d'entrer à cheval, en chariot, en litière ou encore en coche, dans la cour intérieure du château du Louvre. Ils étaient les seuls autorisés à le faire. Les princes et les princesses, les plus proches de la personne royale, descendaient sous le porche, donc tout de même à l'abri et dans l'enceinte royale, quand les autres seigneurs et tous les autres officiers le faisaient dans la rue, et suivant les témoignages de l'époque, dans la boue. Il semble qu'au cours des règnes suivants, cette possibilité, car pour le coup, au début du XVIe siècle, on ne peut pas encore parler d'honneur, fut offerte à tous ceux qui arrivaient à en convaincre le roi.
Au commencement de sa régence, Marie de Médicis accorde ce même honneur à l'ensemble des ducs et pairs et aux officiers de la couronne. On ressent dès lors le besoin d'établir une liste très précise des titulaires de ces privilèges, tant par volonté de codification, on sait ce désir royal de mettre sur papier les règlements, que par communication et bien des autorisations aux gardes de la porte qui étaient au niveau du passage. C'est donc en 1611 qu'est formulé le document que je vous affiche, le rôle des princes, seigneurs et dames qui doivent entrer en carrosse et à cheval dans la cour du Louvre, qui réunit sur 4 pages une soixantaine de noms. Par la suite, l'ensemble des éditions de l'État de la France, que nous avons déjà rencontrées, seront accompagnées d'une même section. Alors vous avez à gauche l'ancienne section, ceux à qui le roi fait l'honneur de les laisser entrer en carrosse au Louvre, et seulement après l'installation en 1682 de la cour à Versailles, l'État de la France, la mention dans ses ouvrages sera remplacée par ceux à qui le roi fait l'honneur de les laisser entrer en carrosse au château où loge Sa Majesté. La raison est celle-ci. En 1682, lorsque le roi installe sa cour à Versailles, eh bien, le privilège de l'entrée en carrosse est étendu à l'ensemble des demeures royales et la cour intérieure de toutes ces demeures prend le nom de Louvre, comme l'atteste ce plan de Versailles qui précisait bien l'emplacement du Louvre à la place de la cour de marbre et de la cour royale. Juste ici, avant l'avant-cour, et est repris dans le titre Versailles, son Louvre, ses jardins, ses fontaines et ses bosquets. Alors, les princes et les princesses de la famille du roi sont suivis des princes et princesses légitimés dans l'ordre décroissant, ce que Saint-Simon appelle presque méchamment le rang intermédiaire, puis ensuite les princes étrangers. Alors, il existe un mémoire du rang des princes, noms et dignités de la Maison royale de France qui établit une recension complète de tous ces princes étrangers en France. Et donc, du coup, on peut très vite comprendre que cette liste a servi à déterminer qui avait le droit ou non à ces honneurs du Louvre. On y retrouve, par exemple, le duc de Montbazon, le duc de Bouillon, le duc d'Elbeuf ou encore le prince d'Harcourt. Alors, l'ensemble de ces princes et princesses, qu'ils soient donc en France, de France ou étrangers, détiennent l'honneur de l'entrée de leur carrosse dans la cour intérieure du logis du roi. Ce sont les honneurs du Louvre. Et il est nécessaire de rattacher à cette liste que l'on voudrait exhaustive, mais qui ne l'est absolument pas, et donc du coup de rattacher à chaque maison, chaque prince et chaque princesse, eh bien leur descendance respectives et les diverses alliances qui agrandissent de génération en génération la liste de ces bénéficiaires, au point qu'à la fin de l'Ancien Régime, il était quasiment impossible de savoir qui avait réellement les honneurs du Louvre. Enfin, une dernière catégorie, et souvent, pour ne pas dire systématiquement oubliée de tous les documents d'archives, ce sont les cardinaux. Car si les ecclésiastiques n'ont pas les honneurs du Louvre, les cardinaux sont considérés comme princes de l'Église, et à ce titre, doivent avoir les honneurs du Louvre et bénéficier de l'entrée au Louvre, donc dans la cour intérieure du logis du roi. Suivent ensuite les ducs et ducs pairs, et Cincto, le grand maître des cérémonies versaillaises, le rappelle, tous les ducs ont l'entrée de leur carrosse dans les maisons royales, les duchesses l'ont aussi. On verra pourquoi il distingue les duchesses à la fin. Les ducs et pairs doivent pénétrer dans la cour royale, et c'est normal d'insister sur cette notion, car ils doivent y pénétrer suivant leur antiquité, c'est le terme consacré, c'est-à-dire selon leur ancienneté. Alors en pratique, et Cincto le rappelle à plusieurs reprises, si 2 ducs arrivent simultanément au pied de la grille royale, le duc le plus récemment élevé à ce rang doit laisser la préséance à l'autre. On comprend les problèmes d'ego versaillais et les problèmes que cela implique dans la manipulation des différents carrosses. Alors, le roi peut délivrer également, à titre de récompense, des brevets permettant d'obtenir les honneurs dus au duc. S'il y a un cérémonial, il y a toujours un moyen de le contourner, sans que le destinataire de ce brevet soit reçu dans la dignité ducale, ce qui permet donc d'obtenir les honneurs sans d'obtenir la charge ni le rang, principalement donc en raison de services rendus au roi, et c'est notamment le cas, je vous ai mis ici, de la famille Rohan-Chabot, qui obtient son brevet à la fin des années 1750.
Alors, il peut s'agir également de donner un équivalent français à la grandesse d'Espagne. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 1700, le duc d'Anjou, donc petit-fils de Louis XIV, devient roi d'Espagne. Et du coup, on a très vite ressenti le besoin de faire corréler le cérémonial espagnol et le cérémonial français. Du coup, les grands d'Espagne, ainsi que leur épouse, les duchesses de tout à l'heure, obtiennent les honneurs de l'entrée en carrosse dans la cour intérieure du logis privé du roi. Ces derniers, et c'est une citation d'un manuscrit resté anonyme de la Bibliothèque nationale, sont à peu près chez eux comme sont en France les ducs et pairs. Donc on comprend bien la corrélation et on comprend bien qu'ils avaient de fait, par leur grandesse, les honneurs du Louvre. Un dernier cas assez complexe demeure, ce sont les ambassadeurs, qu'ils soient extraordinaires ou ordinaires. Ce cas est particulier car, avec leurs épouses, ils bénéficient des honneurs du Louvre. C'est ce qu'on précise à chaque fois, sauf que lors de leur entrée, lors de leur audience, première et dernière, ils sont cherchés par les carrosses du roi. Donc les carrosses du roi, de fait, ont les honneurs du Louvre, forcément, le roi est chez lui, et du coup, les ambassadeurs ne l'ont que de façon indirecte, puisque les carrosses privées de ces ambassadeurs, qui ne contiennent pas les ambassadeurs mais leur suite, peuvent entrer au nom de ces honneurs du Louvre, bien que les ambassadeurs ne soient pas dedans. Alors c'est assez complexe, mais vous le verrez, l'utilisation des armoiries juste après permet de démêler tout cet écheveau. Alors, les cardinaux, on l'a vu, mais aussi les légats, les nonces du pape, sont considérés comme ambassadeurs. Et les cardinaux comme princes, donc ils les ont à double titre. Et jouissent donc de ces mêmes honneurs à leur première et dernière audience. Une dernière catégorie, et j'arrête après, ce sont les grands officiers de la maison du roi. Ces officiers ont la possibilité de rentrer en carrosse dans la cour intérieure du logis. C'est le cas, je vous en cite quelques-uns, du chancelier de France, du garde des Sceaux, du grand maître de l'artillerie et de tous les maréchaux de France, ce qui alourdit quand même considérablement la liste des bénéficiaires. Alors tous les titulaires de ces grands offices de la couronne peuvent être accompagnés, une fois n'est pas coutume, de leurs femmes, désignés sous les noms de Madame la chancelière, de Madame la garde des Sceaux et de Mesdames les maréchales. Alors, ces officiers, je l'ai dit, dépendent de la maison du roi. Il ne faut pas oublier les premiers officiers et officières des maisons de la reine, de la dauphine et des enfants de France, qui bénéficient également de ces honneurs pour leur propre carrosse. Et on peut citer les dames d'honneur, les dames d'atour, le chevalier d'honneur, et toutes les personnes reçues en survivance, donc ce qui alourdit une nouvelle fois considérablement la liste des bénéficiaires. Alors, cette liste, que l'on voudrait la plus complète possible des bénéficiaires, que j'ai tenté ici d'esquisser, permet de démontrer, je dirais, la complexité d'attribution, de revendication et de conservation de ces honneurs à la cour. La hiérarchie curiale des rangs correspond ainsi à l'ordre dans lequel les carrosses doivent théoriquement se ranger dans la cour, donc depuis le bas des escaliers jusqu'au niveau de la grille, suivant le rang que tiennent leurs propriétaires, donc suivant leur antiquité, selon la belle formule. Il est évident que dans la pratique, cette mesure est impossible à réaliser, car elle implique de déplacer l'ensemble des carrosses à chaque arrivée ou départ d'un personnage de haut rang. Cette organisation est complexifiée par l'utilisation de carrosses n'appartenant pas à leurs propriétaires. Alors, je m'explique. Ainsi, les princes, ducs et pairs grands d'Espagne et maréchaux de France ont la possibilité d'entrer dans la cour royale, même s'ils ne sont pas dans leur carrosse. Je l'évoquais tout à l'heure. Leurs propres voitures peuvent ensuite entrer, avec toutes les personnes qu'elles contiennent, mais le premier carrosse qui a servi à leur entrée, et donc du coup qui n'est pas le leur, doit dès lors ressortir de la cour pour éviter de l'encombrer. D'où le problème d'identification des carrosses, qui devient alors un véritable défi, et pour qui veut réglementer l'entrée dans la cour royale, les armoiries, du coup, j'en parlais, et tous les autres signes distinctifs, sont alors indispensables au bon fonctionnement du cérémonial aulique et surtout à la compréhension des gardes de la porte, qui, les pauvres, ne devaient plus savoir où donner de la tête. J'en viens donc à ces carrosses, ces véritables trônes roulants, on les voit sur leur représentation iconographique, qui sont essentiels à la compréhension de la vie de cour, je dirais à plusieurs titres, puisqu'ils sont avant tout le moyen de déplacement privilégié de toute la plus haute noblesse, mais également ils constituent une parfaite expression de la condition sociale de leurs propriétaires.
Ce sont aussi le moyen privilégié de l'expression de ces honneurs du Louvre. Les carrosses et les chaises à porteurs doivent être étudiées ici en les replaçant dans le système politique d'Ancien Régime, ce qui est malheureusement très rarement le cas. On se contente de les aborder sous leur caractère esthétique. Je les vois comme autant de voitures aujourd'hui. Et du coup, face à la multitude des bénéficiaires des honneurs du Louvre, on peut comprendre les difficultés d'identification des gardes de la porte afin de laisser entrer ou pas dans la cour intérieure les bons privilégiés. Et le problème vient ici associer à une représentation héraldique l'identité et le statut du possesseur. Alors, Dieu merci, dès le XVIIe siècle, une prolifération de traités héraldiques est reconnaissable, reflétant ainsi cette inclinaison particulière des courtisans pour ce genre d'ouvrages théoriques et pratiques. On sait que les jeunes enfants de la famille royale étaient initiés à l'héraldique depuis leur plus jeune âge, ce n'est pas pour rien. Malgré ces nombreux manuels d'héraldique, qui présentent donc depuis le début du XVIIe siècle une hiérarchie des signes distinctifs que sont toutes les différentes sortes de couronnes et de part et de l'autre, tous les différents, chapeaux ecclésiastiques, il était particulièrement périlleux pour les gardes de la porte de retenir tous les titulaires des honneurs du Louvre. Il est particulièrement périlleux de différencier une couronne ducale, une couronne royale, avec ou sans l'entrée, première entrée, ambassadeur ou non. On y perd son latin. La profusion des différentes maisons, ayant chacune leur signe distinctif, ne l'oublions pas, a nécessité la publication de plusieurs traités, et notamment un recueil intitulé « Armoiries des ducs et ceux qui ont les honneurs du Louvre en juillet 1722 ». Alors, ce recueil arrête une liste précise de tous les détenteurs de ces honneurs, juste après le retour de la cour à Versailles en juillet 1722, après le petit temps d'éclipse du jeune Louis XV, après la mort de Louis XIV. Alors, d'une rare précision, chaque armoirie est représentée en pleine page afin d'en faciliter la recherche. C'est un véritable manuel. La diffusion de ce type de document reste inconnue, mais il semble possible que la compagnie des gardes de la porte ait pu en posséder un exemplaire, car il faut considérer que ce type d'ouvrage pouvait être un de leurs outils de travail. Alors, cet exemplaire, conservé à la Bibliothèque nationale, porte les armoiries de Marc-Pierre Voyer de Paulmy, comte d'Argenson à cette époque, qui était donc en 1722 lieutenant général de police. Donc ce n'est pas pour rien que cette charge avait ce recueil très précieux sur les armoiries de ceux qui ont donc les honneurs du Louvre. Alors l'étude des armoiries permet, je le répète une dernière fois, d'associer à une représentation héraldique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le signifiant, le personnage ou la famille, qui est donc le signifié, qui en faisait usage. Alors, les armoiries sont apposées sur les portes des carrosses et des chaises à porteurs, ce qui facilite l'introduction de ces carrosses dans la cour royale. On imagine très bien un carrosse arriver devant la grille royale, s'arrêtant à peine, les chevaux en trombe, les gardes de la porte voyant au loin une couronne ducale, on s'écarte, on laisse passer, c'est un personnage de haut rang. Alors, au-delà de permettre aux gardes de la porte donc, de reconnaître le propriétaire du véhicule, ces armoiries sont aussi une marque extérieure de rang qui doit être visible à tout à chacun, et c'est pour ça qu'ils prennent toute la porte et sont ornés et décorés de façon très gracieuse, très précise et très riche, puisque on marque son rang et sa famille avec ces armoiries. Alors, des signes distinctifs sont associés à chaque rang, ce qui permet aux personnes initiées à l'héraldique, donc fallait-il encore posséder ces notions complexes, on vient de le voir, il me semble, de faire les différences entre un prince, un cardinal et un duc, ou encore un petit marquis qui n'a pas les honneurs du Louvre. Alors les femmes, quant à elles, les fameuses duchesses, peuvent installer une housse sur leur carrosse ou sur leur chaise. Une housse de velours cramoisi clouée sur l'impériale, c'est-à-dire le toit du véhicule. Vous avez ici la représentation schématique de ce qu'on appelle une impériale. Donc, pour les princesses, une housse de velours cramoisi clouée. J'insiste parce que la notion est très précise. Pour les duchesses, un tissu de velours cramoisi également sur l'impériale, mais seulement attaché et non cloué, ce qui prend alors le nom de calotte. La différenciation est assez subtile, mais
grand nombre d'anecdotes permettent d'affirmer qu'on se battait pour ces clous d'impérial. Alors, il semble que ce soit avant tout le matériau de velours qui soit indicateur de cet honneur. Pour autant, la couleur cramoisie reste une distinction que l'on envie. De même que les duchesses, les princesses, donc c'est-à-dire les épouses des fils de France, bien entendu, mais aussi de leurs enfants, des princes du sang, des princes légitimés et des princes étrangers reconnus, ce qui agrandit encore une fois considérablement la catégorie princesse. Ont le droit, et on peut même parler de devoir, de draper leur carrosse de velours noir au moment des grands deuils de la cour. Et les caparaçons, donc ces housses de chevaux, peuvent également être réalisés dans ces mêmes velours. Alors, Saint-Simon développe une réflexion particulièrement intéressante sur l'impérial dans ses projets de rétablissement du royaume de France qu'il diffuse en janvier 1712, projets qui sont malheureusement assez méconnus par rapport à ses mémoires. Et ces projets visent à donner une meilleure visibilité au rang, et cela passe par la couleur des impériales. Lui est très, en tant que duc, est très attaché à cette idée d'impérial et à cette idée d'honneur du Louvre. Ainsi, le duc préconise que pour la reine, la housse de ses carrosses sera toujours bleue, et il explique, comme étant la vraie couleur royale et de dignité du royaume. Elle sera clouée, ne l'oublions pas, et aura en outre 8 pommes. Les fils de France et filles de France, donc c'est-à-dire ceux que la descendance appelle par droit d'aînesse à la couronne, auront la housse bleue également, avec 4 pommes seulement. On passe de 8 à 4. La hiérarchie au sein de la famille royale se matérialise donc par ce nombre de pommes de pin sur l'impérial. Les autres fils et filles de France, il explique, porteront des housses bleues clouées sans pommes, on perd les pommes. Les petites filles de France porteront des housses clouées rouges sans pommes. Les princesses du sang porteront une housse bleue, on récupère la couleur bleue, sans clous, égale en tout point à celle des duchesses. Les filles et petits-fils de France et les princes du sang porteront la housse sans clous, pareil en tout à celle des princesses du sang mariées et à celle des duchesses, sinon qu'elles seront rouges. Donc glissement entre pommes de pin, clous, non cloués, attachement, bleu, rouge, il fallait pouvoir s'y retrouver, mais malheureusement, ces projets restent inachevés et ne seront jamais appliqués. C'est d'autant plus dommageable car certaines de ces dispositions, les couleurs, auraient notamment facilité et permis de mieux identifier les bénéficiaires des honneurs du Louvre et auraient donc facilité le rôle, je dirais, des pauvres gardes de la porte. Alors, très peu d'exemples, et je terminerai sur ça, de carrosses à impérial cramoisi sont encore conservés. Cependant, le Musée national des carrosses de Lisbonne conserve un bon exemple de carrosse à la française, ayant un lien direct avec la cour de France. À peu près tous les autres ont été perdus et détruits. C'est le carrosse de Marie-Françoise de Savoie-Nemours, qui est offert, la cousine de Louis XIV, qui est offert par le roi à sa cousine, à l'occasion de son mariage avec le roi Alfonso VI de Portugal en 1666, ce qui explique que ce carrosse soit de collection portugaise. En plus donc de présenter, il faut bien l'avouer, un magnifique décor d'armoiries et de vues peintes, il est surmonté, eh bien, je vous le disais, d'une impériale cramoisie à décor de passementerie d'or, clouée et orné de 8 vases dorés. Comme quoi, Saint-Simon n'a pas été chercher très loin sa réglementation. Le siège du cocher et les 4 fortes soupentes, qui sont dans la partie supérieure, juste ici, le siège du cocher et les fortes soupentes, sont revêtus de velours de soie cramoisie également. On ne perd pas cette richesse. Le tableau de Jean-Baptiste Martin demeure pour Versailles le plus bel exemple de cette utilisation. Au premier plan, Madame de Maintenon, vous la voyez sous un parasol sans surprise cramoisie, qui est saluée par un personnage de la cour en se dirigeant vers son carrosse, c'est encore une fois à impériale cramoisie, clouée, c'est quand même Madame de Maintenon, qui est garée donc au pied de la vieille aile. 2 chaises à porteurs sont également visibles dans la cour royale. La première, eh bien, non loin du carrosse de Madame de Maintenon, également à impériale clouée, et la seconde, je dirais presque stationnée,
le long de la grille royale, et d'ailleurs on voit très précisément un garde de la prévôté qui vient mentionner au porteur qu'il est interdit de se garer le long de la grille royale, ce qui, vous l'avouerez, cache grandement le paysage. Alors, ce privilège est si important, et je terminerai là-dessus, que Saint-Simon, une fois n'est pas coutume, raconte cette anecdote croustillante concernant la duchesse d'Aiguillon, qui est particulièrement significative et que je ne résiste pas à vous lire. Je vous l'ai même retranscrite. Alors elle, c'est bien entendu la duchesse d'Aiguillon, se mit si mal dans ses affaires qu'elle raccommoda depuis qu'elle cessa d'avoir un carrosse et des chevaux. La pauvre, elle aurait dû se balader à pied. Elle aurait pu, quand elle voulut sortir, se faire mener par quelqu'un ou se faire porter en chaise. Point du tout. Elle alloua dans ces chaises à roues que l'on loue, donc c'est-à-dire une sorte de litière, qu'un homme traîne et qu'un petit garçon pousse par derrière, qu'elle pronoie au coin de la rue. Donc, au-delà même de la dépossession de ses chevaux, elle loue un véhicule pour aller voir monsieur au Palais Royal. En cet équipage, elle s'en alla voir monsieur qui est au Palais Royal et dit à son traîneur d'entrer. Les gardes de la porte le repoussèrent. Il eut beau dire ce qu'il voulut, il ne put les persuader. Madame d'Aiguillon les soit discutée en silence. Comme elle se vit et conduite, elle dit tranquillement à son pousseur de la mener dans la rue Saint-Honoré. Elle y arrêta chez le premier marchand de draps et se fit ajuster à sa porte une housse rouge sur sa vinaigrette. Et tout de suite retourna au Palais Royal. Les gardes de la porte, bien étonnés de voir cet ornement sur une pareille voiture, demandèrent ce que cela voulait dire. Alors Madame d'Aiguillon se nomma, et avec autorité ordonna à son pousseur d'entrer. Les gardes ne firent plus de difficultés, et elle alla mettre pied à terre au grand degré. Alors, pour conclure, la formule lapidaire de Saint-Simon, qu'on connaît tous, frère, quand le roi donne de l'être à des riens, pourrait tout à fait être appliquée à ce cérémonial qui finalement tient du bout de chiffon. Si l'auteur de ces mémoires, mais surtout le roi et l'ensemble de toute la cour de France, ne lui donnaient autant d'importance. Les armoiries, l'impériale clouée ou non, les gens de livrée sont autant de signes distinctifs du rang de chaque possesseur, source d'admiration, de reconnaissance, mais aussi de jalousie. Enfin, le principal moteur d'une autocélébration curiale. Loin d'être un corps militaire de parade, la compagnie des gardes de la porte est un instrument de la monarchie absolue. Leur rôle est d'autant plus important en tant que représentant et garant de cette mécanique de cour si chère à Norbert Elias, et également de la hiérarchie aulique dont les honneurs du Louvre sont une parfaite représentation. Pour finir, les gardes de la porte participent, à mon sens, et à ce titre, à la fabrique de Versailles. Merci.